Bienvenue à toutes et à tous. La relance de l'économie congolaise, jusqu'où ira donc la dépendance extérieure? C'est la grande question que nous nous posons ce matin. Vous l'avez vu. Pas la peine que je dise encore que Julie est déjà là. Vous l'avez vu. Elle est là. Bonjour Julie. Bonjour Dorcas. Bonjour à vous, mesdames, messieurs. Le week-end s'annonce bien? Ah oui, il faut qu'on tienne le coup. Oui. Nous-mêmes, nous pouvons créer notre monde malgré la conjoncture, malgré les difficultés. Voilà. Ouais. Alors, je le disais dans ma petite introduction que nous le savons tous que la RDC consomme à peu près 80% de ce qu'elle ne produit pas. Exactement. Ne produit pas. Et voilà. Et pour consommer cela, il faut des devises. Donc, il faut que le peu d'argent que nous produisons, on puisse les convertir en devises, c'est-à-dire acheter des devises extérieures pour aller acheter à l'extérieur ce qu'on va ramener chez nous. Et on ramène tout avec ça. Ouais. Alors, on veut bien parler de cette relance économique. Nous avons compris, jusque-là, nous dépendons encore de l'extérieur. Je ne sais pas, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce qu'il n'y a pas des issues de sortie finalement pour arrêter avec cette dépendance? Et sur ce plateau, nous sommes déjà avec nos invités. Ah oui, on a Alain Bolonjoa, l'économiste. Trop politicien, mais il est économiste de formation. Donc ça rime bien, sa casquette de politique et d'économiste pour parler de cette question cruciale, parce que tout ça dépend de la politique. L'orientation économique est donnée à un certain niveau. Justement, on verra avec lui si c'est vraiment voulu comme ça ou si on subit, parce que il n'y a pas que ce qu'on mange, mais aussi des sous dont on te sert pour des soins de santé, pour la construction, pour les rébellions. Tout vient de là-bas. Apparemment, nous, on fait rien. Le peu qu'on a, c'est dans des poches. Alors, un entrepreneur, hein, parce que il n'a cessé de dire ici qu'il fallait formaliser ce secteur-là. Et son appel, enfin, ça a été aussi relayé lors du dernier sommet France-Afrique, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il revient avec force. Aujourd'hui, il a assez des fardes, il a assez des dossiers. On espère vraiment qu'il aura le temps de tout déballer. Voilà. Face à Bolonjoa qui n'a pas de documents. Mais voilà, Mathieu Takizala, bonjour. Je remercie Madame Julie. Alors, je remercie l'équipe On en parle. Parce que c'est en parlant. On est ensemble. On est ensemble. Voilà. Être ensemble, c'est déjà une force. Donc, et la chaîne B1. Ah, voilà, merci beaucoup. Alors, celui qui jouera un peu au sapeur-pompier, c'est un père, hein, il est religieux, il est joséphite, le père Célestin Bilolo, bienvenue à vous. Merci, madame. Alors, vos autres casquettes, c'est qu'il est artiste. Hein? Vous écrivez des chansons, la poésie, le théâtre, vous chantez. On verra même votre autre clip, en plus de celui qu'on avait déjà vu avant que vous n'arriviez. On sent quand même que vous titillez suffisamment aussi hein, notre société, nos populations. Lorsque vous chantez embouteillage, vous chantez DVD pour dire dos, ventre, dehors. Tout ça, ce sont des effets de la crise économique. Non? Je le pense, hein, c'est ça le rôle de l'artiste, d'observer la société et d'essayer un peu de la peindre, tant positivement que négativement. Voilà, c'est ça. Il réside à Libreville où il travaille dans un centre sanitaire. Vous êtes un personnel de santé. Médecin. Au préalable, un médecin. Un médecin. Ben, il est Tatalabé, père, vous avez dit, hein, voilà. Donc, lorsque Takizala va commencer à attaquer Bolonjoa et que Bolonjoa voudra répliquer, le père, lui, il va vraiment essayer de calmer les esprits sur le Seigneur soit avec vous. Tout ce que nous voulons, c'est que le message passe. N'est-ce pas? C'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Alors, notre économie est à relancer, c'est clair. Ne nous dites pas qu'à travers le monde, ça se passe aussi comme ça, parce qu'on sait ce qui se passe chez autrui. Mais nous voulons parler de nous, même si nous nous retrouvons quelque part aussi impliqués dans ce concert des nations. Il faut relancer l'économie congolaise, hein, mais il y a cette dépendance extérieure qui nous rattrape. Visiblement, nous ne pouvons rien sans l'extérieur. C'est ça, Bolonjoa, c'est ça, Takizala? Oui, le problème est que nous devons savoir que l'activité économique dans le monde, ça s'est fait autour des entreprises que nous appelons petites et moyennes. 90% des emplois s'est créé autour de ces entreprises. Or, quand vous regardez aujourd'hui la République démocratique du Congo, les petites et moyennes sont dans la rue. Ça signifie que la consommation, la production se fait du bord informel.
Et dans ces plateaux, j'ai toujours dit, si nous voulons monter en maturité, nous devons mettre zoom sur la consommation congolaise. Parce que même tout le monde dit que nous sommes pauvres, mais nous bouffons, nous consommons. Pour quitter Limité jusqu'ici, j'ai pris un taxi bis. Donc il suffit maintenant de créer des politiques pour orienter toutes ces consommations congolaises du bord formel et nous montons en maturité. Vous voyez que ça fait presque 40 ans dans ce pays où lorsque le PME, le petite structure, était organisé, on n'avait pas tant de marché sur l'espace public. Et les recettes de la République démocratique du Congo étaient solvables. Et aujourd'hui, avec la crise, on applique le politique de relance. Vous voyez que depuis mars dernier, le nombre de buvettes et des boutiques qui ont fermé au niveau de la République démocratique du Congo, vous n'allez même pas imaginer. Mais du côté du pouvoir public, on ne voit pas de signaux. Pour dire voilà, l'activité a été frustrée, il faut le relancer. Mais nous restons toujours avec le chanson qu'on aime beaucoup en République démocratique du Congo, le matraquage fiscal à hauteur de 25%. Mais qu'il soit le politique monétaire, Madame Gély, ou le politique budgétaire, lorsque vous êtes en période de crise, ça signifie qu'il faut appliquer le métaphore de relance. Dans la politique budgétaire, ça signifie que la défense publique doit être accroître pour permettre à relancer l'activité. Et dans la politique monétaire, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire de sorte que le taux directeur, qu'on appelle le taux d'intérêt, au niveau de la Banque centrale, elle doit baisser pour permettre aux banques commerciales ou aux banques d'investissement qui ont besoin de réinjecter sur le cash, sur l'économie productive, pour faire quelque chose. Mais malheureusement, quand vous regardez la République démocratique du Congo aujourd'hui, le banque commercial ne suit pas l'économie. Qu'est-ce qui reste? Il faut chercher le pourcentage de 25% pour récupérer et pour créer des recettes. Mais ça sera extrêmement difficile. Heureusement, vous voyez que le dernier conseil, réunion de ministres du 19, où le Premier ministre a appelé les ministres sectoriels du travail et de l'économie pour dire il faut aller regarder du côté de l'informel pour mobiliser des recettes. Mais regarder, ça veut dire quoi? Ça signifie qu'il faut travailler avec les structures qui sont déjà organisées, les entreprises, pour que ça permette de donner un essor à l'économie. Sinon, à chaque fois, même le conseil avec la directrice générale des Fonds monétaires international, il dit quoi? La crise de 2020, les économies qui étaient matures, ils ont rejeté à temps. Mais les économies qui n'étaient pas matures, les rejet sur le système productif est absent. Il faut regarder les petites et moyennes entreprises pour que nous puissions quand même monter en maturité. Moi, j'ai toujours dit que le gouvernement en République démocratique du Congo, vu les ressources que nous produisons, ça devait être un gouvernement de 15 ministres. Mais comme la géopolitique et la géographie de la situation administrative de la République démocratique du Congo n'a pas permis 15 ministres. Mais j'ai dit qu'il faut faire des économies. Qu'est-ce que nous proposons? J'ai toujours proposé dans ces pays en disant non, il faut baisser les gros salaires. Les gros salaires aujourd'hui, Madame Gély, quand vous regardez en période de crise, ça se retrouve uniquement dans les institutions politiques. Donc celui qui gagne 13 000 $, si on prend que 50%, signifie qu'il a réinjecté parce que l'économie des petites et moyennes entreprises, elle n'est pas financée. Mais comment des structures qui ne sont pas financées peuvent créer de la valeur? Et le marché, même du contractuel, à l'heure actuelle, comme la classe consommatrice est quasi inexistant, signifie que nous, les dirigeants d'entreprise, nous n'avons même pas du travail bonifié pour créer de la valeur. Alors nous demandons à l'actuel gouvernement et au président de la République, M. Félix Tshisekedi, que les assises de Paris a bien montré où il faut aller chercher pour que nous puissions relancer. Mais maintenant, il ne faut pas que ça reste uniquement sur le bio de Kalina. Il faut maintenant appeler de vrais acteurs. Ça signifie que les acteurs du côté productif pour que nous puissions quand même monter en gamme. Parce que le taux de chômage de la République démocratique du Congo, Madame Gély, ça ne permet pas que nous puissions quand même être compétitifs. Alors, tout le temps, Alain Bolondjoa, on parle de la maximisation des recettes au point que ça asphyxie
pas mal d'opérateurs économiques, ben, tout de suite, le commun de mortel se dit, lorsqu'on dit qu'il faut aller voir du côté de l'informel, on sait comment ça se passe, parce qu'on ne dira pas totalement qu'on n'a jamais vu du côté de l'informel. Takiza a des obligations dont il s'acquitte et tout, mais à un moment, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de répondant. Vous pensez qu'avec cette formule-là, avec la politisation actuelle, ça pourrait nous aider à relancer l'économie? Madame, j'ai toujours eu le malheur d'être... d'analyser des questions, de vraies questions du Congo, passant par des solutions palliatives. C'est-à-dire qu'on a mal réfléchi et on voudrait assez que l'on soit accompagné pour essayer de corriger les imperfections de la mauvaise réflexion. Et cela pose problème. Comment peut-on parler de la relance dès lors qu'on n'a pas fait un bon diagnostic et qu'on n'a pas un plan de développement de manière générale? Parce que l'économie ne peut pas se faire en dehors de ces réalités-là. Il faut d'abord connaître la situation actuelle, pas se fier aux données statistiques de bureau. Il faut connaître la situation actuelle. Quelle est la capacité productrice de l'État aujourd'hui? Quel est le besoin en termes de consommation aujourd'hui? Quel est l'état des secteurs productifs? Quelle est la vision que l'on s'est fait à court, moyen et long terme? En ces moments-là, on peut parler du relance. Donc ça veut dire que même si on réduisait de moitié certains salaires, pour résoudre quel problème, madame? Rien résoudre. C'est vrai, ça va aider l'État à dégager de l'épargne. C'est vrai. Mais est-ce ça le problème du Congo? Non. Moi, je pense plutôt que le plus grand problème au Congo, c'est d'abord l'absence d'un plan de développement. Commençons à avoir un plan de développement. Et dans le plan de développement, pour y arriver, nous devons faire un bon diagnostic. Quels sont les secteurs porteurs de croissance? Quelles sont leurs situations actuelles? Qu'est-ce qu'il faut faire? En ce moment, on va parler des financements. Parce que vous parlez déjà des financements, mais financer quoi? Quel est le programme? Quelle est la vision de l'État? Quelle est la vocation du pays? C'est ça le problème. Parce que lorsqu'on n'est pas dans une vision globale, on est plutôt dans une approche microscopique, eh bien, on va fausser déjà le problème, la situation. Nous pensons que la première des choses, nous devons inviter la classe politique et la classe scientifique à réfléchir sur le plan des relances et sur le plan de développement. Quel type de développement voulons-nous avoir? Qu'est-ce que nous avons? Comment ce que nous avons est exploité? Comment optimiser la production? En ces moments-là, on est logique dans ce que l'on fait. Parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, en France, on va commencer à dire non, voilà, nous devons financer. Non, il faut d'abord avoir un plan. Moi, je pense au regard de la situation actuelle. Nous avons plusieurs secteurs porteurs de la croissance. Nous avons l'agriculture, la pêche et l'élevage. Nous avons le secteur minier. Nous avons le tourisme et d'autres secteurs qui peuvent aussi... Nous avons l'énergie qu'on... Ce qui veut dire, nous voulons que notre pays atteigne le développement. Pour que nous atteignions le développement, la population doit consommer quelle quantité, de quels produits. Et après, on passe maintenant à la mise en place de politiques sectorielles. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir une politique de développement global. Sur base de ces programmes, de ces plans de développement, on va mettre sur pied le politique économique global. Et sur le politique économique global, on va élaborer le politique sectoriel. En ces moments-là, on va parler de la relance sectorielle. Oui, parce qu'on ne peut pas faire le tout comme ça. Hein? Franchement. On peut pas comment... Et déjà, s'il faut suivre tout ce que Alain Bolodjo a dit, je me dis, ça va encore prendre beaucoup de temps. Non, ça va prendre des années. Non, madame, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. On va plus économiser. Parce que là, on est dans les solutions palliatives. On est dans une approche symptomatique. C'est-à-dire qu'on veut résoudre le problème. Il y a Makwanza, pour Moni Makwanza, la situation du Congo est structurelle. Et les solutions que l'on tente d'apporter sont conjoncturelles. Cela veut dire qu'on ne va pas résoudre le problème. Moi, je pense que si on a un plan de développement, on a une politique économique globale, une vision de politique économique globale. Par secteur, on va élaborer le plan de relance sectorielle. Je prends l'exemple dans notre domaine. Nous sommes dans l'agro-pastoral.
si vous dites qu'il faut financer, vous avez financé quel projet? Quel est le projet que nous avons aujourd'hui au Congo? Parce que quand on va relancer les secteurs, il faut tenir compte des filières. Voyez-vous? Vous voulez soutenir quelle production? Nous avons la production maraîchère, nous avons la production vivrière, nous avons la production pérenne, nous avons la production de bois. Ça, c'est déjà sur le plan de produits de culture. Nous avons aussi la production animale. Nous avons la production halieutique. Ce qui veut dire que nous n'avons pas la même finalité. Et donc, lorsqu'on n'a pas la vision, lorsqu'on n'arrive pas à apporter un nouveau paradigme, on risque de quoi? Le problème du Congo, c'est la sous-production. Peut-être vous serez surpris de voir que dans d'autres coins du pays, il y a une surproduction que l'on ne peut pas évacuer. Non évacuée. Ce qui veut dire que ce n'est pas ça le problème. Moi, je pense, si vous voulez écouter les temps, la moindre de choses, associer l'administration publique. Je peux défier quiconque. Personne n'a la maîtrise du fonctionnement de l'État plus que l'administration publique. Si vous allez au ministère du Plan, il y a de notes, de plans de relance dans tous les secteurs. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est justement parce qu'il y a trop de cassures. C'est-à-dire que chaque ministre qui arrive essaie d'initier des projets de relance à sa manière, sans plan, sans gouvernail. C'est comme si vous avez un bateau qui n'a pas de gouvernail, mais vous avez un bon capitaine. Ce qui veut dire que vous n'avez pas l'essentiel. Moi, je pense que nous devons prendre le soin de convoquer les états généraux sectoriels. Que chaque secteur propose son plan de relance et on va mettre ensemble pour avoir de politiques économiques cohérentes. Voilà. Père Célestin, on est entre le détour et le raccourci. Vous, à partir de Libreville, vous pensez à l'économie de votre pays. Qu'est-ce que vous vous dites? Merci. C'est tout aussi complexe qu'on ne le pense. Je me situe ici entre l'économie et la politique, qui sont d'ailleurs des techniciens, des spécialistes de la matière. Je pense que... Mais en nous disant que ça ne sera pas le miracle ici. Forcément, ce ne sera pas le temps des miracles. Le temps de la manne, plutôt, est passé. Le miracle, lui, existe, mais le temps de la manne du ciel est passé. Alors, je crois que mon frère à côté, l'économiste, a bien ciblé certains points, entre autres les petites et moyennes entreprises, et surtout la part des gouvernants ou du gouvernement qui doit mettre certaines choses à la portée de la population. C'est vrai qu'on ne peut pas s'en prendre à l'actuel gouvernement parce que le Congo vient de loin. Il faut partir déjà de l'indépendance. Non, on ne s'en prend pas à ce gouvernement, alors, mais on dit qu'on peut faire quelque chose pour renverser cette tendance. Exactement. Il y a eu trop de cassures. Les cassures, ce n'est pas le fait de ce gouvernement, c'est le fait de nos politiciens. Pas du tout, exact. Le creux est profond. Alors il faudrait, je pense, ne pas seulement s'arrêter, naturellement, le gouvernement doit faire quelque chose. Il ne faut pas seulement s'arrêter à cette étape de choses. Mais c'est là que je voudrais basculer du côté du politique qui a parlé de la vision. Et j'ai beaucoup aimé les termes que j'appelle en quelque sorte empreinte de notre domaine, il appelle diagnostic. C'est vrai. Si on sait, bien sûr que l'économie est un critère majeur, mais il ne suffit pas seulement que le gouvernement se mette à créer des infrastructures à gauche à droite s'il n'y a pas une certaine vision. Moi, j'allais dire une certaine, en termes philosophiques, conscientisation. Conscientisation de la masse. Bien sûr, dans la chose de la cité, il y a la part de ceux qui doivent gouverner, il y a aussi la part de la population. Donc si, du fond de cela, il n'y a pas une conscientisation des tailles en profondeur, c'est comme si, qui dirait qu'on est en train de verser de l'eau dans un vase troué. Donc voilà, c'est un peu de façon ramassée. Moi qui ne suis pas tellement professionnel dans la matière, j'essaie un peu de façon ramassée. Vous êtes congolais. Alors, Takizala, le vase du... Oui, mais on continue à verser de l'eau. Madame Julie, vous devez savoir que le premier capital dans un territoire qu'on appelle la République, c'est le capital humain.
lorsque le capital humain est du bord de la rue, sans règles, c'est extrêmement difficile de créer quelque chose. Ça signifie qu'aujourd'hui, le diagnostic, depuis presque 60 ans en République démocratique du Congo, on est resté uniquement dans l'approche politicienne. Or, dans tous les États du monde, ça signifie que l'apport de privé est très très important. Quand vous regardez les dernières innovations, vous avez un téléphone, ce n'est pas le téléphone qu'on avait dans les années 70. Et les innovations arrivent aussi du côté privé. Mais je vous dis que ce n'est pas normal qu'on peut faire 40 ans dans un territoire, que l'apport de privé n'est pas canalisé et ni orienté. Et cela menace, c'est une érosion insupportable en République démocratique du Congo. Donc il y a des secteurs entiers. Ça signifie que les acteurs sectoriels ont été compris en République démocratique du Congo. Parce que nous consommons, nous achetons. Mais sauf que ce que nous consommons, dans des vases, comme le métaphore que prêtre vient de dire, le vase organisé, ça signifie que les entreprises, l'entreprise a un rôle très très important. Vous savez, même la politique, entre guillemets, quand on parle de la démocratie du Congo, la politique est gérée par ce qu'on appelle les idéologies du bord sociologique et avec les expertises des uns et des autres. Or, avant d'être expert, il faut avoir travaillé. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, quand vous regardez, bon nombre de gens n'ont pas l'expertise professionnel, il peut avoir obtenu des diplômes, mais comme le campus qui encadre les gens, il soit du côté étatique, l'administration, et nous, le privé, on nous a privé beaucoup de choses. C'est pas normal, par exemple, moi je suis dans l'ingénierie de l'automobile, de voir que le 99% de l'activité, la prévente automobile en République démocratique du Congo, c'est fait du bord informel. Mais maintenant, dis-moi maintenant, où on va le bonifier, cette technique-là d'approche que mon compatriote économiste comme moi est en train de proposer, on va le faire comment? Tant que les experts, parce que l'adrénaline doit se sentir aussi autour de l'entreprise. C'est pour ça que vous voyez que, je donnerai l'exemple, par exemple, période le président François Mitterrand est arrivé au pouvoir, où la paupérisation de la population, le chômage était à un niveau maîtrisable. Qu'est-ce que le François Hollande a fait? Mitterrand. Mitterrand va aller chercher l'homme de l'entreprise, qui n'était pas économiste comme moi, mais un patron de petite, moyenne entreprise, qui est M. Berkovois, et qui est resté jusqu'à aujourd'hui le meilleur Premier ministre que la France a connu. Pourquoi? Pour faire ce qu'on appelle l'électrochoc sociologique. Ça signifie que pousser aussi. Vous voyez aujourd'hui les gouvernements, et la plupart des gouvernements nous font un pays démocratique. Quels sont les critériums? Les critériums, d'abord, la géographie, chaque province doit être se retrouver, le plateforme politique, mais le critérium sectoriel, comme mon compatriote est en train de dire, est absent en République démocratique du Congo. Ça signifie que si nous voulons bouger des lignes, tout s'est fait au noir en République démocratique du Congo. Les loyers, nous payons au noir. Les transactions, ça s'est fait au noir. Donc ça signifie que rien n'est traçabilisé. Or, ce sont ces réformes-là qui peuvent permettre que nous puissions gagner en maturité. Parce que pour créer un plan de relance, il faut des experts de tout le bord. Ça se décrète pas, mon compatriote. Ça signifie que le plan de relance se prépare. Aujourd'hui, nous sommes dans une période, madame, il y a une urgence. Vous savez, quand quelqu'un est dans un trou, il faut chercher d'abord à le sortir dans le trou. Et le Congo, nous sommes dans un gouffre. Nous ne sommes pas dans une situation où on peut se contenter. Je comprends mon compatriote politique, il a une ligne politique qu'il est tenté de faire, mais je lui dis qu'à côté de lui, il doit mettre une dose de l'entreprise. Parce que c'est cette socle-là qui va permettre que Bolodja un jour, si on le confie quelque chose... Si le politique n'est pas consentant, il n'y aurait pas de plan. On va continuer à naviguer à vue. Sortir du gouffre est une chose, mais on va ramer à contre-courant. Monsieur Takiza, je veux aussi ajouter quelque chose. Oui, c'est important. Je vous ai suivi religieusement. Je comprends seulement que ce que propose Alain, ce sont également des solutions durables. Oui, mais... Par rapport aux palliatifs, donc on peut soigner. Or, les Congolais, le mal avec les Congolais, dès que vous proposez quelque chose juste pour pallier à cette situation, on va se contenter au plan B. On reste là-dedans. Non, mais madame, vous savez, il y a ce qu'on appelle en conception de projet, il y a le court, le moyen et le long terme. Et puis, la citation que vous l'avez sur le territoire, à l'heure actuelle, la citation est immaîtrisable. Vous voyez que même la partie de l'Est, l'absence de l'occupation de la masse congolaise, nous avons une démographie qui devait être une force pour la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, c'est une menace. Ça signifie qu'il faut appliquer le politique conjoncturel pour permettre d'abord que la...
Parce que tant que ça ne change pas, on ne pourra pas compter avec ces opérateurs cette politique conjoncturelle, on dit, madame, il faut utiliser la plupart des acteurs du secteur. Ça ne veut pas dire que, si on parle de mots politiques, la politique est sectorielle. Nous avons une politique d'éducation, la politique de l'économie, tout ça, elle est sectorielle. Ça signifie qu'il faut maintenant, comme nous sommes dans une situation de crise, il faut appliquer le métaphore de la crise pour que nous puissions avancer. C'est pour ça que nous disons à Cher Bolodia, jusqu'à 2023. Ça signifie que la misère est ici. Pourquoi vous parlez de 2023? Parce que le politique, leur chronomètre, ça signifie, regarde, les élections, non? Les politiques, c'est ça. Ça signifie que même les foyers congolais sont malades, ils n'ont rien à manger, l'exil est devenu tout ça de suite. Ça, bon, pour l'instant, non. On doit chercher des voies et moyens. Lorsque les élections arriveront, quand moi je viendrai, or, qu'en politique, on dit quoi? C'est que l'autre est en train de faire, il fait pour celui qui viendra après. Alors, nous devons jeter des choses parce que la situation de la République démocratique du Congo aujourd'hui, vraiment, on ne peut même pas passer le temps. Quelle est votre métaphore? Donc, moi, le métaphore, c'est quoi? Je dis qu'à l'ère actuelle, nous devons maintenant faire de sorte que nous ne manquons pas des instruments d'agir en République démocratique du Congo aujourd'hui. Ça signifie qu'il faut donner l'appui aux autres instruments à part le politique. Ça signifie que les sociétés qui existent, parce qu'il y a des entreprises sur le territoire congolais, il y a des compatriotes qui ont créé des instruments, mais sauf nous ne les accompagnons pas. Il faut sélectionner ces gens-là, sectoriels, comme mon compatriote aime bien cette métaphore, pour permettre à travailler avec ces gens-là de sorte, parce qu'une entreprise vit avec les autres organisations. Je voudrais mais aussi si aujourd'hui, nous, par exemple, je nous sommes voudrais des aussi gens me rassurer dans la formalité, Monsieur, où nous ne sommes pas compris le chef et ni d'entreprise, accompagnés. nous voudrions aussi nous rassurer que vous, les entrepreneurs, soyez disposés à ce que lors de la sélection, si vous n'êtes pas viable, mais que vous n'existiez plus. Voilà. C'est tout ça aussi. Nous sommes déjà disponibles. Vous savez, je suis venu avec des phares ici. Ça signifie que nous sommes déjà disponibles. Ça signifie qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe... Disponible à être viable ou à être éjecté? Non, être viable. Je vous dis par exemple... Tous sont viables, c'est ça. Toutes les crises du monde ont été... tous sont viables, c'est ce que vous voulez dire. Oui, mais aujourd'hui, c'est quoi? Vous ne consommez pas. Madame Gini, vous ne consommez pas. Tous sont viables. Avant de commencer à nous juger, commencez à nous consommer. Et comme vous allez commencer à nous consommer, vous verrez si nous ne sommes pas viables, madame. Non, il ne s'agit pas de nous, il s'agit de la communauté nationale. Ça signifie vous aussi, vous avez une part de responsabilité. Ce n'est pas nous qui jugerons hein, que lui reste ou ne reste pas. C'est ça le problème. Oui. Bon, moi personnellement, je dis, je ne me mets pas en porte-à-faux avec ce qu'il dit, mais il est dans une approche microscopique. Voilà pourquoi il donne l'impression de toucher directement au social. Voyez-vous? C'est-à-dire que pour lui, on doit donner le moyen aux entreprises et à partir de là, les entreprises vont relancer l'économie en oubliant que l'économie part de la production jusqu'à la consommation en passant par la distribution. Lui n'en parle pas. Il ne voit que la production. Non. Il ne voit que la production. Non, on doit donner aussi de la consommation. Non, il a parlé, il a cité, il a dit, il a parlé de la consommation, mais dans son raisonnement, il ne parle pas de la consommation. Il parle que de petites et moyennes entreprises. Il a cité en l'air la consommation. Ce n'est pas ça l'économie. L'économie part de la production jusqu'à la consommation en passant par la distribution. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de décisions que l'on doit prendre entre le producteur et le consommateur. Cela ne peut pas être résolu par le renforcement de capacités capitalistiques. Non. Je vous donne un cas. M. Félix Tshisekedi a eu une bonne idée, entre guillemets, de recapitaliser ou de financer le projet Bukanga-Lonzo. Savez-vous qu'on a produit 6 000 tonnes de maïs? Où en sommes-nous? On n'a pas évacué. Mais voilà pourquoi j'ai dit, c'est ça l'importance de la planification. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas seulement de considérer qu'aujourd'hui, pour que l'économie soit relancée, on doit injecter l'argent au niveau des consommateurs. Non, il faut avoir une bonne planification. Et aussi, l'économie s'est faite sur base du principe de l'équilibrage. Si aujourd'hui, vous ne savez pas identifier qui fait quoi, qui peut quoi, vous risquez d'avoir dans un secteur un grand nombre de gens qui investissent et de l'autre côté, il y a un déséquilibre. Ça peut aussi créer un dysfonctionnement du système. Voilà pourquoi nous disons la meilleure manière de faire, c'est d'abord faire les diagnostics, de faire une projection. Le père révérend a dit quelque chose d'important, il a insisté sur un fait.
lui en tant que médecin. Lorsque vous avez un malade qui arrive, c'est vrai, de manière générale, lorsqu'on voit qu'il y a la température AOC, on peut lui administrer comment on l'appelle, on peut les dipironer, si on continue à donner les dipirones, ou on va donner une substance justement pour calmer la température. Mais cela n'est pas un traitement. Voyez-vous? Le dipyrone n'est pas un traitement. C'est un moyen justement pour baisser la température. Surtout avec le deuxième étape, ça peut virer à Covid, donc on ne sait deuxième plus. étape, il faut maintenant s'attaquer à la maladie. Voilà pourquoi en économie, on parle de politique stop and go. Ce sont des politiques mixtes qui mettent ensemble le politique conjoncturel qui permettent à l'économie de s'élargir et de l'autre côté, le politique conjoncturel qui permettent à l'économie de se stabiliser. Ce qui veut dire qu'on doit faire les deux. Mais pour l'État, il a l'obligation d'avoir du gouvernail, c'est-à-dire avoir une bonne planification. Je prends un exemple. Nous voulons résoudre le problème de la population. Dans quel secteur? La nourriture, l'alimentation. On s'est dit, pour tel produit, nous sommes capables de l'apporter sur le marché. Mais pour tel autre, au regard de ce qu'on appelle le coût d'opportunité, nous préférons importer. Il faut avoir ces politiques-là, parce que ce soit l'importation, que ce soit la production, si cela n'est pas encadré, ça va créer un dysfonctionnement. On peut avoir une surabondance de produits que l'on ne peut pas vendre à l'extérieur, alors qu'on veut résoudre le problème de l'économie. Ça peut aussi frustrer l'économie. Ce qui veut dire que ce que nous voulons, ce n'est pas la politique, mais c'est la politique économique. Il faut faire la nuance. Ce n'est pas la politique. Moi, je ne parle pas de la politique. C'est pas 2023. Ok, c'est clair. Ce n'est pas la politique. Je parle de la politique économique. C'est-à-dire que dans la politique... Non, je n'ai pas compris. Vous avez compris en retard. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la planification, la politique ne planifie pas les politiques économiques. Non. La politique donne la vision. Et les politiques économiques sont conçues au niveau des administrations. Si vous arrivez aujourd'hui au ministère du Plan, combien de dirigeants consultent le ministère du Plan? Si vous arrivez au niveau du ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage, combien? Parce que dans le politique, nous avons des acteurs. Les entreprises qui viennent sont parties prenantes dans la mise en œuvre de politiques et ils interviennent dans une certaine mesure dans la conception, mais les politiques publiques sont conçues au niveau du gouvernement. Voilà pourquoi vous avez le ministère sectoriel, le secteur productif, tels que l'agriculture, le mine, l'énergie, tous ces secteurs-là participent. Alors, lorsque vous n'arrivez pas à faire un bon agencement des idées, ça peut vous amener à des cassures. En quoi faisant, par exemple? Notre ami veut assez que l'on donne l'argent aux entreprises. Celui qui donne l'argent ne connaît pas les entreprises. Celui qui donne l'argent, c'est le ministère du Budget et le ministère des Finances. Celui qui gère, qui accompagne les entreprises, ce sont le PME, le ministère de PME, le ministère de l'Industrie. Ce qui veut dire que les deux compartiments doivent travailler en synergie, mais sur base d'un plan. Voilà pourquoi vous sentez que les gens veulent résoudre le problème, ils ont peut-être le souci de résoudre le problème, mais la méthodologie pose problème. Nous pensons, pour ne pas monopoliser la parole, nous pensons que aujourd'hui, l'urgence pour relancer l'économie n'est pas de financer. L'urgence pour relancer l'économie, c'est d'abord faire les diagnostics sectoriels, connaître les atouts, le point de blocage, et en ces moments-là, on va apporter des solutions. Parce que notre ami, c'est vrai, il pense que lorsqu'on va commencer à financer, eux vont accepter. Lui, il est dans le secteur d'automobile. Madame, pensez-vous que l'État n'a que ça comme besoin? On va revenir. Non, c'est pas en priorité. Oui, voilà. C'est pas notre priorité pour le moment. On n'a même pas encore Mais mangé. il faudra également rappeler à la population pourquoi le produit de Bukangalonzo n'a pas été distribué. Ça sera après la pub. Non, il n'y a pas eu de moyen. Planification, effectivement. Voilà. Ça a pourri. Maintenant, on va planter du chanvre. Christian et Mango, bienvenue. Merci, Julie, c'est fou. Alors, notre problème économique est structurel. Visiblement, les réponses qu'on essaie de lui donner, c'est conjoncturel. Alors, à quand cette relance? Cette relance... Surtout comment?
cette relance aura lieu le jour où on comprendrait qu'il ne faut pas venir avec un programme pour la nation et qu'une fois qu'on est au pouvoir, on prend ces programmes-là, on jette à la poubelle, on ne regarde pas les côtés qui étaient avantageux et les côtés qui étaient faibles, on les jette, on récupère, on met un nouveau programme sans qu'on sache où ça va nous amener. Donc, si nous voulons rendre notre économie structurelle, il faut que nous imprimions dès le départ. Lorsqu'on a lancé déjà un certain nombre des mesures qu'on a déjà prises, il faut les évaluer dans le temps. Quand est-ce qu'il y aura un effet à court terme, à moyen et à long terme? Si déjà il y a des effets escomptés à court terme, on peut continuer pour atteindre le moyen et le long terme. Mais il peut se faire que ça ne puisse pas se réaliser avec la même autorité politique. Et c'est le grand problème du Congo. C'est qu'une autorité politique, c'est le même ministère de transport qui était dirigé par un ministre qui, vous pouvez même remarquer que ces ministres-là aient des mêmes philosophies politiques que celui qui va les succéder. Mais celui qui les succède viendra avec une autre philosophie qui n'a rien à voir avec celui que le premier avait établi. C'est pour ça que vous remarquez, on avait pris l'initiative de pouvoir construire l'aérogare de Ndjilila. Ça date jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas de suite. Il semble que l'argent était affecté à autre chose. Oui, l'argent, on avait pris 20 millions de dollars pour les études de prospection. 20 millions de dollars. 20 millions de dollars, juste pour savoir si on peut construire sur cet endroit-là où on ne peut pas construire. 20 millions de dollars étaient partis. On a eu des programmes ici pour relancer la voie ferrée. Je me rappelle un jour, nous suivons les matchs de Real de Madrid contre Wolfsburg. Allez, pas les matchs où Cristiano Ronaldo avait fait la remontada. On nous a coupé les matchs par la RTNC parce qu'on devait lancer un train par Matata Pogno. On a rendu, hein? On a coupé les matchs parce qu'on devait lancer ça. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes avec cela? On ne coupe plus rien pour nous dire voici où est-ce qu'on Donc, est. il n'y a aucune politique de transport qui avait été planifiée au départ. Nous avons un ministère de plan. Et ce ministère-là n'est pas là pour les politiciens en quelque sorte. C'est un ministère qui planifie, qui met en place des programmes et que chaque gouvernement qui arrive voit ce que ceux qui étaient avant avaient fait pour continuer. Mais ce n'est pas le cas chez nous. J'ai donné des exemples ici patents qu'aujourd'hui, nous ne savons pas le plan de la ville de Kinshasa en fait. Qu'est-ce que Kimbuta avait fait? Qu'est-ce que Gentini est venu faire? Gentini est dans Kinbopeto. Je vous donne des exemples. C'est ça le problème avec notre économie. Je prends le cas de questions environnementales. Vous savez qu'on peut faire beaucoup d'argent avec l'environnement. Recyclage, ce qu'on exploite ici au Congo, on peut enfouir ça quelque part, ça produit les gaz et nous vendons ailleurs. Matata Pogno l'a fait avec les Européens. Il a signé un contrat avec les Européens pour qu'on puisse évacuer les déchets de 9 communes, je pense, de la ville de Kinshasa et qu'on était en train d'enfouir à Kinkole. Lorsque Kimbuta récupère le même projet, on ne fait plus rien, on n'enfouit plus, on commence à jeter tantôt à Delvaux, tantôt quand vous passez la nuit, vous sentez les odeurs. Et quel était le problème avec le projet Matata? C'est qu'on était en train d'enfouir et les biodégradables et les non biodégradables. Là, nous pouvons évaluer qu'il y avait un problème parce que les biodégradables produisent le gaz, mais les non biodégradables, nous pouvons les recycler, refabriquer du plastique, fabriquer ceci, fabriquer... C'est l'argent. Lorsque Kimbuta a récupéré les mêmes projets, nous ne savons pas où est-ce qu'il nous a emmenés. Gentini Ngobila arrive, il va voir les Japonais. Il revient avec Kinbopeto. Et lorsqu'on jette la saleté dans la poubelle, on voit qu'on mélange encore les biodégradables des non biodégradables. Donc il y a comme ça tant d'exemples. Le grand problème de la relance économique congolaise, c'est les programmes que les autres ont pris avant
et qu'on ne sait pas où est-ce qu'on peut récupérer ça pour avancer. On reprend toujours à zéro et c'est un éternel recommencement. Nous reprenons toujours à zéro. C'est le diagnostic que moi je peux faire. Vous avez même vu, c'est au même moment que nous avons le programme des 5 chantiers. Est-ce que les 5 chantiers étaient déjà au niveau de révolutionner la modernité pour qu'on passe à la révolution de la modernité? Personne ne nous a expliqué ça. On a quasiment vu seulement que c'est déjà la révolution de la modernité. Pendant que les 5 chantiers, eau, électricité, route et ceci, on n'avait même pas encore évalué parce que depuis qu'il y avait eu les 5 chantiers, moi je n'ai pas vu en quoi est-ce que l'eau et l'électricité avaient changé. Il ne faut même pas en parler. Ils sont toujours en chantier. C'est ça, donc c'est ça le grand problème avec l'économie congolaise, parce que dans cet ensemble-là, vous allez dans les secteurs des banques, vous allez dans les secteurs des assurances, partout vous allez voir que c'est tabula rasa, on reprend toujours à zéro. Alors, réaction rapide de Takizel avant que le père, l'artiste, ne parle. Bon. Le tableau est bien peint, mais vous êtes optimiste que si on injecte là-bas... Vous savez, le problème, c'est quoi? Donc là, on parle de développement et de l'économie. Ça signifie qu'il faut que les acteurs existent du côté congolais. Parce que mon compatriote parle dans la chaîne de valeur de ce qu'on appelle l'environnement. Or, logiquement, à l'ère actuelle démocratique du Congo, combien de PME ou de structures congolaises qui sont en recyclage du côté privé, qui peut faire? Or, une nation, quand elle est en retard, même vous allez chercher les autres entreprises qui viennent d'ailleurs, vous devez faire ce qu'on appelle le co-entreprise avec les structures locales qui seront capables. Or, bizarrement, ça ne se décrète pas l'économie. Chez le politique, qu'est-ce qui se passe? Ça signifie, je suis ministre, c'est moi qui fais tout sans avoir des acteurs locaux. Une municipalité comme Kinshasa, pour assainir la ville, on ne peut pas dépendre uniquement à la municipalité. Il faut que chaque district, nous devons avoir des entreprises privées capables de ramasser. Récupérer un certain niveau, donc, on vous donne des forfaits. Oui, mais c'est ce qui se fait dans tout le pays moderne. Ça signifie quand on parle de développement, on ne peut pas regarder uniquement là l'aspect des politiques. Ça signifie que nous devons avoir des acteurs locaux capables de faire aussi le job. Or, chez nous, vous construisez une route, vous allez voir, même quand on coupe le ruban, si vous cherchez le nombre d'entreprises privées du côté congolais, vous allez chercher encore goutte. Donc ça sera toujours des structures qu'on va aller chercher ailleurs. Structures qu'on crée or que vous êtes en retard, comment ça va faire de sorte que vous puissiez être mature? Parce que c'est une compétition. Comme on dit, les États, ce n'est pas l'amitié qui réunit les gens, ce sont les intérêts. Mais à chaque fois, quand on applique, pourquoi on ne fait pas de sorte de faire monter des boîtes congolais qui seront capables aussi de faire le boulot et le job? Mais 20 millions de gens, uniquement une seule entité, organisation qui va aller collecter des gilets jaunes qu'on voit dans la ville. Non, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Et puis la contribution de tout le monde. Pourquoi on va actionner les petites structures, Madame Dorcas? Parce que normalement, le taxe d'ordures ménagères, c'est le contribuable qui doit payer. Mais si les contribuables ne sont même pas organisés dans des corbeilles organisées comme les entreprises, avec un bulletin de paye, et que tout le monde fait la débrouille, comment vous allez récupérer? Comment vous allez récupérer? C'est extrêmement difficile. Donc des slogans dans des projets de développement, non. Il faut que ça soit, c'est là où ils disent, planifié, organisé, associé, le plusieurs acteurs. Ça ne peut pas être uniquement un politique qui vient et coupe le ruban, et après on va aller chercher, est-ce que la personne qu'on amène ici, qu'est-ce qui prouve que c'est un bon entrepreneur? C'est lui qu'on va aller chercher ailleurs. Il n'y a pas d'appel d'offres. Est-ce que du côté congolais, les entrepreneurs congolais, vous l'avez mis en interaction avec celui que vous allez chercher ailleurs? Non, on trouve toujours mieux ailleurs. C'est ça le vrai problème, ça. Donc on va commencer à faire toujours sur place. C'est pour ça que nous disons, créons une organisation qu'on va appeler RDC PME, qui va identifier, accompagner les structures congolaises pour qu'ils soient compétitives. Lorsqu'il y a un appel d'offres, lorsqu'il y a un contrat du côté étatique, comme le ménage sont faibles à l'heure actuelle, ce sont des programmes étatiques qui peuvent relancer la machine et que les structures congolaises soient aussi bénéficiaires. Ce n'est pas normal parce que c'est eux qui payent aussi l'impôt. Vous voyez que la plupart des rouleaux compresseurs qu'on appelle multinationales, nulle part qui payent des impôts. Ils ont toujours des stratagèmes d'aller dans des paradis fiscaux, ainsi de suite. Ce n'est pas des États comme la nôtre qui vont contrôler ces rouleaux compresseurs. C'est pour ça qu'il faut monter. La Chine l'a fait. L'autre fois, la Chine était la télé du monde avec des petites PME chinoises. Et aujourd'hui, ils sont les fabricants. Ils fabriquent tout. Mais cette politique congolaise qui à chaque fois, vous êtes dirigeant, ou c'est la femme qui va créer un pseudo-entreprise, on donne tout ça et par ça disparaît avec votre fin mandat. Voilà pourquoi on fait appel à l'extérieur. Avec votre fin mandat, c'est pour cela que nous disons que chaque programme de développement
qu'il soit dans l'agriculture, qu'il soit dans l'environnement, qu'il soit dans la construction. À chaque fois, c'est pour ça la sous-traitance. Et puis la Constitution la prévient en disant quoi? Que le commerce de détail, elle doit être réservée aux titulaires du passeport congolais. Ouais, mais regardez, vidanger l'huile à la République démocratique du Congo. Ça, c'est Mais le texte, il faut lui chose. donner des moyens. Mais regardez, vidanger l'huile à l'heure actuelle à la République démocratique du Congo. À part l'informel qui prend 90%. Mais le structurel, qui le prend? Ce ne sont pas des titulaires de passeport congolais. Et cet argent, est-ce qu'il reste à la République démocratique du Congo? Non, il part ailleurs. Donc on est pigeon qu'on déplume. Donc on ne peut pas Parce que continuer. nous, on veut déplumer. Alors, on bat un peu le faire avec vous, père. Et c'est comme ça que votre travail, c'est peindre la société, n'est-ce pas? Si, Votre chanson Embouteillage rejoint un peu ce dont on débat ici ce matin. C'est quoi Embouteillage l'embouteillage pour vous? ben, voilà, bon, tout se recoupe. Hein. Je vois quand mes frères parlent là, ils parlent du structurel, du conjoncturel. Parfois, ils mettent l'accent sur l'un plutôt que sur l'autre. Mais moi, je trouve qu'il y a un va-et-vient entre le structurel et le conjoncturel. Or, ils ne peuvent pas aller ensemble. Oui, mais parfois, il y a toujours un va-et-vient. Comme mon frère me parlait de la production jusqu'à la consommation. Mais entre la production jusqu'à la consommation, il y a tout un monde. Alors, qu'il faut, parfois il faut regarder ça de plus près. C'est comme qui dirait, en regardant un peu cet album, je dirais qu'il y a tout. Le Congo est en une espèce d'embouteillage. Donc, entre les deux. Hein, et nous qui parfois qui nous baladons dehors, en Afrique, qu'en Afrique, pas seulement le cas du Gabon, Pas seulement de la France, Bénin, de l'Afrique, Côte d'Ivoire. ouais. Il y a des choses, sans être économiste, des choses qui sont symptomatiques. Avoir simplement que partout, parfois, chez nous, on manipule parfois les devises à tout coin de rue. Alors que dans beaucoup de pays africains, c'est des choses rares. Pour trouver les devises, il faut aller dans de grandes structures, auprès des banques, à l'aéroport, tout ça. Tout ça, c'est... Bon, je laisse cette question aux économistes qui sont spécialistes. Mais, oui. Alors, j'ai dit quelque part, il y a quand même... Nous sommes... moi, je ne veux pas dire que nous sommes dans un creux profond, nous sommes dans un embouteillage. Et là, c'est le cas de paraphraser un grand philosophe, Kamana, qui écrivait « L'Afrique va-t-elle mourir ?» Alors moi, je peux adapter ça pour dire, est-ce qu'on repose la même question, est-ce que le Congo va-t-il mourir? Le Congo, il va mourir. Et pour moi, je pense que loin de sombrer dans le pessimisme, je peux dire qu'il y a une lueur d'espoir. Hein, une lueur d'espoir. Et là, nous pouvons jeter un coup d'œil rapide dans la Bible, par exemple, dans l'Ancien Testament, avec Esdras, dans le livre de Néhémie, lorsque le peuple était emporté en exil, et étaient déchus. Et au retour d'exil, à un certain moment, c'est les prêtres, tout ça, qui vont, Esdras, n'est-ce pas, redynamiser le peuple, mettre toutes les forces vives de la nation pour reconstruire le peuple. Donc nous sommes dans une étape de la reconstruction. Mais quel est l'équivalent de Esdras chez les musulmans, chez les autres, chez les Kimbangu et tout? Ben voilà, je pense qu'il ne faudrait pas sectariser cette question. C'est tout ce qui est religieux. Que ce soit chrétien, que ce soit musulman, que ce soit... Peu importe les confessions religieuses, mais c'est tous... On se met ensemble pour pouvoir sortir du bateau qui s'engouffre, de sortir de cet embouteillage. Donc nous avons besoin de nous mettre ensemble et non pas sectariser les choses. Cette lecture sectaire de la chose est celle qui nous divise, qui ne nous permet pas de décoller. Alors nous devons beaucoup plus nous mettre ensemble pour que nous puissions, n'est-ce pas, voir le bout du tunnel. Se mettre ensemble, c'est de la bonne foi, Christian et Mango, parce qu'il faut se mettre ensemble et partager l'idéologie. C'est là le problème. Merci beaucoup. Je pense que Bolodjoa s'impatiente certainement pour parler, mais qu'il garde encore son sang-froid parce que certainement il va aller jusqu'à la fin de l'émission. Mais oui, il faut se mettre ensemble. Il faut se mettre ensemble. Le problème, c'est que l'économie congolaise, globalement parlant, ne se soutient pas. Quand vous prenez les secteurs de la santé, vous savez, Covid est arrivé. Mais nous avons beaucoup de difficultés parce que vous n'avez pas une assurance santé.
L'État n'a pas créé les conditions pour que vous puissiez obtenir cette assurance santé-là. Sinon, aller à l'extérieur. Or, pour avoir l'assurance santé, il faut avoir le travail. Parce Oui. que c'est avec le travail-là que vous allez, on va défalquer votre salaire et qu'on soutiendrait l'assurance santé. Or, pour avoir des sociétés d'assurance, il faut soit qu'il y a une société de l'État, mais la société de l'État nous avait déçus. Il faut des sociétés privées. Depuis 2016, si je ne m'abuse, il y a eu une loi sur les assurances et qu'il y a eu des sociétés d'assurance qui sont venues, mais on les compte jusqu'aujourd'hui du bout des doigts. Parce que vous allez amener des sociétés d'assurance, mais qui va les s'assurer? Il n'y aura personne. Mais aussi de payer ce qui rassure le tout. Justement, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'emploi. Or, il faut qu'il y ait un petit peu d'emploi pour qu'on puisse s'assurer. Et quand nous allons être devant Covid, beaucoup de difficultés que nous rencontrons, on allait facilement, parce que vous êtes assuré, vous allez vous faire soigner gratuitement. Mais lorsqu'on vous propose aussi le vaccin gratuitement, vous n'en voulez pas. Maintenant, non, je dis que les questions du vaccin, parce qu'à la période du Covid, je ne prends pas la question du vaccin. J'ai dit ceci. À la période du Covid, voilà ce qui s'était passé. On a fermé les entreprises. On a confiné. Ce sont des impacts sur l'économie. Mais on a senti encore la récession parce que les secteurs du pays ne se soutiennent pas. Parce que s'il y avait des sociétés d'assurance, ces sociétés-là pouvaient servir de, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais ils allaient embrasser beaucoup de déficits que l'État allait connaître. Or, les secteurs n'est pas organisé. C'est-à-dire que nous n'étions pas en train de prendre notre temps, comme le fait les agents qui sont abonnés à la CNSS. Lorsqu'il ne travaille plus, il est payé. Normalement. Donc, il ne rencontre plus de difficultés. Or, pendant la période de Covid, ailleurs, les économies ont été stabilisées parce qu'on savait qu'avec le secteur de la santé, avec le ministère de la Santé, on peut avoir des moyens qui vont financer d'autres secteurs. Avec le secteur du transport, si jamais il y a un autre secteur qui pose problème, le transport peut financer dans d'autres secteurs. Les banques, lorsqu'il y a eu la crise économique de 2008 aux États-Unis, mais qui a sauvé l'économie américaine? Les réserves bancaires, mais aussi les banques. Certaines pouvaient tomber en faillite, mais d'autres, il y avait beaucoup de gens qu'on était en train d'arracher les maisons, mais l'État est venu en aide parce que autrefois, il y avait les impôts qui étaient en train d'être payés, et c'est grâce à ça qu'on peut maintenant redynamiser les secteurs économiques. Chez nous, les réserves peuvent servir aussi à payer les voyages. Non, chez nous, les réserves servent à construire. Effectivement, nous l'avons vu avec les projets 100 jours. Les réserves ont été défalquées pour soutenir des projets de construction de routes. Ça n'a pas donné des résultats, mais en tout cas, il ne fallait pas, c'était une mauvaise option. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes d'accord sur ce point-là. Donc, le problème avec le Congo, c'est que nous ne devons pas dire que nous devons nous mettre ensemble juste comme un slogan. Ça doit être structurel, comme nous l'avons dit ici. C'est-à-dire qu'il faut inventer un système où, et c'est simple et c'est facile, beaucoup d'États l'ont déjà expérimenté, il faut inventer un système où on sait que chaque secteur peut produire autant et chaque secteur peut soutenir en cas de difficulté tel autre secteur. C'est possible. Mais chez nous, on ne sait pas se mettre ensemble pour cela. Les PME, ceux qui font qui vendent, par exemple, lorsqu'on a demandé à ceux qu'on doit fermer les bistrots, les bars et ceci, pendant un temps, ils ont connu des pertes. L'État n'est pas venu en aide. Heureusement, au Congo, c'est parce qu'on ne sait pas qu'on va payer les factures à la fin du mois. On ne sait pas que l'agent de l'impôt viendra. C'est pour ça que les gens, même quand on ferme le grand marché, la ville de Kinshasa... Le loyer, lui, il ne bouge pas. Oui, le loyer ne bouge pas, effectivement. Voilà. C'est très bien. Mais on ferme le grand marché même aujourd'hui. L'électricité, on a dû se faire payer. On a doublé, triplé par la suite. Même quand vous avez dit que pendant 2 mois, vous n'allez pas payer, mais l'état d'urgence... Ils ont trouvé des moyens pour récupérer finalement. Et après, ils ont coupé maintenant. On n'a pas su se mettre ensemble dans ce sens-là. Et bien, pourquoi? Parce que l'économie congolaise est aussi fortement centralisée entre les mains de l'État. Les investisseurs, ceux-là qui peuvent venir, nous n'avons pas des banques philanthropiques ici, il y a à peine, je ne voudrais pas faire la publicité de l'une d'elles ici, mais on sait aussi le taux de remboursement et même le délai qui peut vous donner une dette de $400 et qui vous demande de rembourser en 1 mois.
c'est déjà vous asphyxier. Alors, ces banques-là ne viennent même pas. On ne nous présente pas des crédits avec un taux d'intérêt raisonnable et le laps, l'échéance qui soit aussi raisonnable. Donc, ces entreprises-là ne viennent pas pour soutenir ceux qui ont même la volonté de pouvoir travailler. Et le comble, c'est qu'on ne sait pas se mettre ensemble dans ça parce qu'il n'y a pas un programme commun où on doit savoir d'abord quelle est l'importance de chaque secteur et en quoi est-ce qu'il peut être rentable pour l'économie congolaise. À partir de ce moment-là, je pense que ça peut donner un peu. Je ne savais même pas que ça a déjà atteint 6 minutes. Si. Une minute, parce qu'il a bien ramassé votre plaidoyer. Monsieur vient de préciser que la crise de 2007, c'est presque la crise de 29. 2007, c'est quoi? La crise vient de l'industrie financière. Mais la relance passe par l'industrie de l'automobile. Vous comprenez? Oui. Donc, la relance passe par l'industrie de l'automobile. Nous sommes au Congo. Ne parle pas de ce qui n'existe pas. Non, mais la relance passe par un secteur pour toucher les autres secteurs. Oui, mais nous sommes en RDC. Dans ce plateau, que les taux d'épargne en République démocratique Congo est faible. Les gens qui ont un compte en banque, ce n'est même pas 5% de la population active. Or, l'absence de salaire, comme le débrouillandisme prend l'espace du salaire, donc l'assurance ne sera pas là. C'est pour cela l'action doit être centrée et qu'on ne peut pas fragiliser le secteur privé. Parce que c'est autour du secteur privé qu'on créera l'épargne et qu'on créera aussi les gens qui ont un compte en banque pour gérer. Parce que le Congolais aujourd'hui, il touche $100. Mais qui gère? Qui est le gestionnaire de compte? À défaut, vous comprenez donc? Tu récupères, c'est ça le vrai problème. Ça signifie qu'aujourd'hui, si nous parlons de l'entreprise, nous voulons quoi? Que d'avoir, parce que les inactifs sont nombreux. Il ne suffit pas d'avoir un petit boutique dans le coin. Non, vous êtes un inactif, parce que vous n'avez même pas de politique de planification. Là, on parle du niveau global de l'État, mais du niveau individuel. Ça signifie que nous disons qu'aujourd'hui, à l'ère actuelle, il faut les grandes entreprises des 440 Congolais. Vous voyez que tous sont politisés. Les résultats ne sont pas là. Or, ça devait être un vivier pour permettre aux petites entreprises de redécoller un pays démocratique du Congo. Merci, donc, les chômeurs sont tellement nombreux. Maintenant, il faut permettre aux gens de travailler dans la formalité. Et c'est par là qu'on peut relancer la chose. Et puis, le financement des entreprises. Oui, 1 minute. Bon, je ne sais pas ce que je peux dire en 1 minute. Mais je crois que tout est à refaire. Moi, je parlerai plutôt de la refondation et non de la relance parce que le problème est tellement criant. Et chaque acteur va jouer effectivement son rôle, sa partition. On ne peut pas s'en passer des entreprises parce que ce sont elles qui créent des richesses. Ce ne sont pas les institutions en place, ce sont les entreprises qui créent des richesses. Mais tout doit se faire de manière ordonnée et coordonnée. Parce qu'on doit chercher à atteindre le point d'équilibre, que ce soit pour la consommation que pour la production. Il y a possibilité de faire optimiser les recettes de l'État, maximiser les recettes de l'État en touchant au secteur non formel. C'est possible parce que déjà, ces secteurs-là payent ce que nous appelons l'impôt synthétique de 50 000 francs par jour et par an. C'est possible. Il y a possibilité de formaliser ceux qui sont dans le secteur informel. C'est possible, mais tout doit se faire dans la planification. Voilà, parce que lorsqu'on approche l'administration, on a aussi besoin de son accompagnement. Il ne suffit pas seulement de venir ponctionner, il faut aussi accompagner. Rappelez-nous juste comment on peut vous joindre, parce que vous n'êtes pas permanent au Congo, n'est-ce pas? Si on veut réécouter embouteillage, ou on veut vous contacter, on fait quoi? On va chez les Joséphites? Non. Oui, c'est plus facile. On peut... passer par ma congrégation qui est ici, Père Joséphite, qui sont à Limité, donc congrégation de Père Joséphite, tout comme à Kimwenza, donc tout comme aussi les quelques publications comme Deux mondes, deux noms, le pièce de théâtre, et puis aussi pour la poésie. Donc tout ça, on peut voir aux éditions universitaires africaines. Mais est-ce qu'il n'y a pas un numéro de contact? Vous n'êtes pas sur YouTube, vous n'êtes sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, bon, au fait, sur WhatsApp, peut-être qu'il faut dire. Oui, voilà. Donc, mais ce n'est pas un numéro d'ici. Donc, je peux le donner. Oui, allez-y. 074 29 62 19.
074 29 62 19. Voilà. Alors, avec l'indicatif, plus 241 avant. Ok. Voilà. Donc, Merci beaucoup, Père. Merci à M. Alain Bolodjoa, M. Christian Mango, M. Takizala. Merci également à notre Père Célestin qui était là ce matin. Moi, je serai avec vous demain pour le compte de ta grandeur et le lundi pour On est ensemble, le jeudi. Et moi, je serai là jeudi pour La Terre et ses merveilles. Heureux anniversaire encore à ceux qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire de naissance. Sona Marlène, c'est la sœur de Blaton Kouni. La petite anniversaire. Sona. On en sait un peu plus, hein. Sona Marlène, Congo. Bon anniversaire à vous tous. À bientôt.